France Maghreb 2. L'émission qui vous ressemble et vous rassemble, ça s'appelle le LGF, votre talk de fin d'après-midi, le grand forum. Bienvenue tout le monde en ce jour de grève, mais nous on ne fait pas grève, on est là, on travaille avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, avec monsieur Youssef Brakni qui est avec nous. Salut Youssef. Salut, alors je tiens à préciser que j'étais à la manifestation quand même. Ah oui. Oui, alors certes on n'a pas fait grève, mais on était là en soutien. Alors est-ce qu'il y avait du monde? Ouais, franchement, oui, énormément. Surtout qu'en plus il y avait deux marches, moi j'en ai fait qu'une, hein. Ah oui. Parce qu'il y avait les fonctionnaires à Bercy qui allaient jusqu'à Bastille et les cheminots de Gare de l'Est jusqu'à Bastille. Du coup ils se rejoignent tous là-bas, tu vois. Ouais, ça va être pas mal. Ça va être du combien ce soir à la télé? Ils vont t'annoncer combien Bah à mon avis là, déjà rien que les cheminots, ils étaient au moins 20 000, hein. Facile, hein. D'accord. C'est que ça finissait pas. 35% de cheminots en grève aujourd'hui, 12% dans l'éducation nationale. C'est pas beaucoup, hein. Ouais, mais après attention, c'était pas un jour. Aujourd'hui, c'était pas vraiment un jour de grève, c'était plus un jour de manifestation. Ah bah je sais pas si c'est pas un jour de grève, mais en tout cas, je veux dire si c'est un jour de grève, mais dans le sens où les syndicats, en fait, là, ce qui était donné comme consigne, c'était certes on fait grève, mais entre guillemets on met un peu le frein, parce que déjà ça a permis à tous les cheminots de monter en train, parce qu'il faut le savoir, il fallait les faire remonter. Ouais. Et en plus, eux, ça va surtout commencer début avril. Et là, ça va être des jours de grève. Là, on va voir la différence, je vous le dis. Parce que Sofiane Nagdari, lui, il prend pas les transports, il est tranquille. Salut Sofiane. Salut Christophe, salut Youssef, salut tout le monde. Oui. Alors la question, toute simple aujourd'hui, on l'a posée. Est-ce que vous soutenez ce mouvement de grève? Pour l'instant, il est assez populaire parce que c'est le premier. On verra, on fera le point dans 2 mois. Pour l'instant, vous êtes en grosse majorité à plus de 80% à soutenir ce mouvement de grève. Vous répondez à cette question du jour donc sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Ils sont là donc, Youssef Brakni, Sofiane Nagdari jusqu'à 18h et un invité exceptionnel. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, invité exceptionnel, Riyad Sidaoui, politologue suisse d'origine tunisienne, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, spécialiste du monde arabe, notamment de l'Algérie, des mouvements islamistes et des dictatures. Son dernier ouvrage, Du printemps arabe à Daesh. Avec lui, nous allons tenter de faire le tour de l'actualité très chaude du Moyen-Orient. La question du jour aujourd'hui, ce jeudi 22 mars, journée de grève nationale. Soutenez-vous tout simplement ce mouvement? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et nous conclurons tout à l'heure cette émission par un bon Libertad tout à l'heure. LGF, le grand forum, bienvenue sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous jusque 18h avec Sofiane Nagdari qui est avec nous aujourd'hui, ainsi que monsieur Youssef Brakni. Et nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui sur France Maghreb 2 pour tenter de refaire un petit peu cette actualité chaude du Moyen-Orient, du monde arabe, avec Riyad Sidaoui qui est avec nous. Riyad Sidaoui, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation, merci. On est en duplex avec vous donc depuis Genève en Suisse et nous allons tenter évidemment de refaire un petit peu cette actualité très chaude du Moyen-Orient avec vous en tant que spécialiste, puisque Sofiane, Riyad Sidaoui, c'est quand même un bagage important. Bien sûr, c'est le directeur. Bonjour docteur Sidaoui. Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est le directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, spécialiste du monde arabe, notamment de l'Algérie, des mouvements islamistes et des dictatures. C'est son dernier ouvrage que j'appelle les gens à acheter et à lire parce qu'il y a plein d'informations. C'est Du printemps arabe à Daesh. Après, il y a pas mal de livres en arabe qui ont été écrits et je voulais inviter aujourd'hui Dr Sidaoui pour nous apporter certains éléments et certaines informations qui sont occultées aujourd'hui par nos médias mainstream. Et voilà, s'il y a des auditeurs également, s'ils peuvent nous poser des questions, on pourra les poser directement à Dr Sidaoui. 01 40 33 9000 pour ce faire. Docteur, pour commencer, peut-être ce qui fait un petit peu l'actualité ici en France, c'est Nicolas Sarkozy qui a, comme vous le savez, a été placé en garde à vue et surtout qui a été mis en examen à propos de la Libye. Et Saïf al-Islam d'ailleurs qui a félicité, on le disait il y a quelques instants, la justice française et qui promet d'ailleurs de nouvelles révélations par rapport à Sarkozy et le financement libyen. Quelles sont vos informations? Peut-être que vous avez un éclairage à nous faire partager. Je me souviens à cette époque, pendant l'intervention de l'OTAN en Libye, Saïf al-Islam sur sa propre chaîne de télévision, quand elle fonctionnait, et il a dit on a tous les documents nécessaires qui montrent qu'on a financé la campagne de Sarkozy afin qu'il ait de la Libye. Alors pourquoi aujourd'hui il nous agresse? Or, on a financé sa campagne afin de nous aider. Et c'était sa version. Je me souviens aussi à cette époque, une interview avec Jean Daniel, le directeur de Nouvel Observateur à l'époque. Il disait probablement oui sur la chaîne tunisienne Nesma. Donc, on a déjà l'acteur principal qui est Saïf al-Islam, parce que Saïf al-Islam, c'est lui qui a installé des ponts avec des gouvernements occidentaux
jadis n'aimait pas son père, le colonel Gaddafi. Gaddafi était connu comme un révolutionnaire, comme panafricain, panarabe, anti-occidental. Alors, Saif el-Islam, lui, il était très actif et il a établi des liens d'amitié avec des gouvernements occidentaux et à leur tête, évidemment, Sarkozy. Youssef, pour une question sur la Libye, peut-être au docteur Sidaoui qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour docteur. Bonjour. Oui, moi ce serait plus pour essayer d'aborder, pour voir à peu près qui du coup aurait pu être derrière la mort du colonel Muammar Kadhafi. Alors moi j'ai ma petite idée évidemment, ce serait les services français parce que je pense que c'est le deuxième volet à mon avis qui va être abordé après le volet après l'aspect financier en tout cas sur le financement de la campagne, la corruption, le détournement de l'argent public libyen. Mais je pense qu'à mon avis le deuxième volet qui va être traité à mon avis par les médias et qui est pas assez mis en avant, c'est que il y a quand même eu un assassinat extrajudiciaire quoi. Il y a plusieurs versions. Sur l'assassinat de Gaddafi. La première interprétation que Gaddafi était une mine d'or des secrets à révéler, si on l'a jugé comme le cas de Saddam Hussein, donc il va parler sur plusieurs volets très très sensibles, et certains accusent des services secrets qatariens, d'autres français. Et aussi, n'oublions pas l'assassinat d'Abdel Fattah Younes, le général Abdel Fattah Younes, qui était un des officiers libres, un camarade de Gaddafi, mais qui était en révolution à Benghazi, le patron de la fameuse unité Sa'q al-Lafoud. Abdel Fattah Younes aussi a été assassiné, on dirait pas des islamistes radicaux, parce que la révolution libyenne, entre des guillemets aussi, c'est faite par les frères musulmans et les djihadistes et les ex-d'Al-Qaïda et des groupes islamiques armés, hein, c'est ce qu'on oublie souvent. Donc, il y a plusieurs points d'interrogation, mais plusieurs partis, à mon avis, qui ne veulent pas voir Gaddafi vivant devant un tribunal afin de ne pas écouter des révélations qui pourraient menacer et qui pourraient mettre en cause plusieurs parties, peut-être le Qatar, peut-être la France, peut-être la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, on ne sait pas exactement. Mais moi, si vous voulez, j'ai une typologie des printemps arabes, ce que j'ai bien expliqué dans mon livre, parce que on ne peut pas parler des révolutions comme ça arbitrairement, mais j'ai un modèle théorique qu'on applique sur chaque révolution afin de savoir si c'est une révolution, si c'est une guerre civile, si c'est un soulèvement, qu'est-ce qui se passe exactement. Si vous me permettez, je présente mon modèle théorique rapidement, et après ma typologie de ces révolutions dans le monde arabe. Toute révolution se compose des facteurs lointains et des facteurs directs. Les facteurs directs, ce qui nous intéresse, c'est ce que nous appelons la situation révolutionnaire. En Tunisie, c'était les 4 semaines. La situation révolutionnaire en Tunisie s'est déclenchée le 17 décembre et c'est fini le 14 janvier. Après, ça vient la fièvre révolutionnaire. La même chose en Égypte. Mais dans ma typologie, je distingue entre, si vous voulez, 3 catégories de révolution. Il y a la révolution tunisienne égyptienne, qui sont pour moi complètes. Il y a la Libye, parce que la Libye, ce qu'on peut appeler scientifiquement parlant, ce qui s'est passé en Libye, c'était une guerre civile, une déchirure, des fractures au sein du régime, même les forces armées ont été déchirées, divisées, avec une intervention massive de l'OTAN qui a pris part en faveur d'une partie contre une autre. En Tunisie, c'était une révolution complète, parce que, revenons à la situation révolutionnaire, comme j'ai dit, on a 3 facteurs. Premièrement, la radicalisation de l'opposition qui veut le départ du régime et non pas des réformes. Deuxièmement, les divisions au sein des élites au pouvoir, les défections. Troisièmement, la position de l'armée. Il faut une trahison de l'armée vis-à-vis du régime ou la neutralité de l'armée. La révolution tunisienne était parfaite, si j'applique ce modèle. La même chose avec l'Égypte. Avec la Syrie ou la Libye ou le Yémen, c'est autre chose. C'est autre chose différente qu'un processus révolutionnaire normal. Donc, s'il vous plaît, quand on parle du printemps arabe, il faut distinguer les cas, il faut parler cas par cas et non pas généraliser. Sofiane Lakhdari. Non, ce que je retiens des propos de M. Sidaoui, c'est le projet des frères musulmans.
Et s'il peut nous expliquer éventuellement le projet des Frères musulmans, c'est qui est une organisation un peu mondialiste et à sa tête, je pense, Recep Tayyip Erdogan. Alors s'il peut nous dire s'il y a des documents qui tracent véritablement ce projet que certains appellent néo-ottoman. Les Frères musulmans ont été fondés en 1928 à l'Ismaïli en Égypte par Hassan al-Banna Saati, et on parlait à cette époque que le premier soutien venu de l'ambassade britannique et surtout de la société de Canal Suez qui l'a donné du fric afin de soutenir son mouvement contre le mouvement nationaliste qui revendique l'indépendance de l'Égypte, qui est Hizb al-Wafd. Donc, il y avait un lien historique entre les Frères musulmans et la Grande-Bretagne. C'est peut-être pour cette raison qu'on explique aujourd'hui la présence massive des chefs et leaders des Frères musulmans à Londres, en Angleterre, en Grande-Bretagne. Les Frères musulmans, au plan économique, ils sont des néolibérales. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un projet socialiste ou marxiste, etc. C'est pour cela qu'ils ont été instrumentalisés pendant la guerre de Frouad afin de contrer le communisme et les régimes nationalistes arabes, afin de contrer Boumediene en Algérie, Nasser en Égypte, le Baas en Syrie, en Irak, et l'Union soviétique, et surtout la mobilisation pendant la guerre d'Afghanistan contre l'Union soviétique. À cette époque aussi, Frères musulmans étaient adoptés par l'Arabie saoudite wahhabite, adoptés, financés, aidés par l'Arabie saoudite wahhabite. Et il n'y avait pas cette divergence entre Arabie saoudite et Frères musulmans comme le cas aujourd'hui pour d'autres raisons. Avec le déclenchement du processus du printemps arabe, je retiens bien la déclaration d'Obama. Moubarak déjà est au pouvoir, n'est pas encore tombé, son régime, et Obama déclare que les Frères musulmans ont aussi le droit de participer à la vie démocratique et de gouverner s'ils réussissent. On a compris là qu'il y a un feu vert américain en faveur des Frères musulmans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'influence de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne que connaît bien surtout le Golfe persique, arabe, a une stratégie totalement différente de la stratégie française de colonisation. La stratégie anglaise se base sur le fait qu'ils sont toujours pour le pouvoir local. On entre dans un pays qui a le pouvoir local, où est le vrai pouvoir, tribu, armée, cheikh, donc c'est à lui de gérer, et nous on garde nos intérêts économiques et on n'entre pas en conflit avec un pouvoir naturellement et local. À la différence de la France, par exemple, quand elle a colonisé le Maghreb et les pays africains, toujours elle fonde des écoles, des lycées, des universités. Elle essaie de construire des élites francophones afin de gouverner après l'indépendance. Or, nous savons par exemple dans les pays de Golfe, jusqu'à nos derniers jours, là, des rois et des princes qui ne maîtrisent pas même la langue arabe. Donc, l'analphabétisation, c'était une question des années 70. Ce sont deux stratégies différentes. Donc, les Anglais, ils ont influencé les Américains afin de traiter avec les Frères musulmans. Tout d'abord, on résout ce problème entre islamisme et démocratie occidentale. Et puisqu'ils sont forts, donc on les aide. Pourquoi on les empêche? En pensant que les Frères musulmans sont très forts en Égypte, en Tunisie, en Algérie. Ils peuvent gérer et stabiliser ces pays. Mais après, on constate que cette force n'est pas vraiment réelle, c'est surestimé. Et depuis, et surtout, il y a deux points fondamentaux dans l'action et la littérature des Frères musulmans. Comme j'ai dit tout d'abord, ils sont pour l'économie de marché, donc ils n'ont pas un projet socialiste ou marxiste anti-économie de marché. Ça veut dire qu'ils peuvent être très actifs au sein de la mondialisation. Deuxièmement, aussi, ils sont pour le système sécuritaire de l'OTAN. On a plusieurs preuves. La preuve, par exemple, ils ont participé massivement en Afghanistan contre l'Union soviétique. Ça veut dire où il y a des intérêts de l'OTAN. Les Frères musulmans n'ont été jamais contre. Au contraire, ils ont favorisé les intérêts sécuritaires de l'OTAN. Donc, ils sont acceptables. Et après, évidemment, vous connaissez le déroulement des événements.
Docteur Riyad Sidaoui qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2, aujourd'hui sur France Maghreb 2, et nous allons avec lui effleurer tous ces sujets chauds d'ailleurs que nous évoquons ensemble avec nos chroniqueurs dans cette émission du Grand Forum. J'avais envie de revenir à la Tunisie où finalement tout est parti de ce que l'on a appelé le printemps arabe en 2011. Est-ce qu'il y a dans ces révolutions arabes une spécificité tunisienne, docteur? Oui, moi je pense pas personnellement que la Tunisie est prête à une démocratie libérale. Il faut dire aussi, on parle d'une démocratie libérale. Vu qu'il y avait des élections, moi-même j'ai participé à des élections, lycée, secondaire, les conseils des classes, à l'université, l'UGTT aussi, qui est un contre-pouvoir en Tunisie, le grand syndicat tunisien. Donc il y avait cette tradition électorale, il y avait une société aussi civile assez active, assez forte en Tunisie. Donc les favoris étaient mûrs. Donc la Tunisie était prête pour la démocratie. Comment c'est passé? Évidemment, on a eu les trois facteurs en même temps. Ça veut dire l'opposition radicale qui veut le départ de Ben Ali. Et deuxièmement, les divisions au sein des élites au pouvoir. Et j'ai l'argument, ce que j'ai cité dans mes livres, soit en arabe ou en français, c'est que l'argument, c'est la moitié des gouvernements de Ben Ali, ses ministres, sont en prison. La deuxième moitié a continué à gouverner. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu des défections, des divisions au sein des élites au pouvoir. Troisièmement, évidemment, il y avait l'armée, la position de l'armée tunisienne. Depuis les premiers jours, l'armée a manifesté une solidarité avec les manifestants. Cette armée a protégé des manifestants contre les forces de l'ordre de la police. Ce qu'on a compris, alors, il y a plus que la neutralité de l'armée. L'armée tunisienne lâche Ben Ali. Après au mois de février, par exemple, ce que j'ai cité dans mes livres, parce qu'on a l'argument, TF1, le journal TF1, Claire Chazal glisse quelques phrases au milieu de téléjournal en disant finalement on a su ce qui s'est passé en Tunisie. Apparemment c'était un coup d'État militaire dans la participation active de M. Rachid Ammar, les chefs d'armée, et le ministre des Affaires étrangères, M. Kamel Morjane, et ce par la direction de la CIA. C'est une version française parce que la France de Sarkozy, jusqu'à la dernière minute, en tout cas jusqu'au 12 janvier 2011, a soutenu le régime de Ben Ali. On a lu ensemble tous presque la fameuse dépêche de 12 janvier où on parlait que le régime est intact malgré quelques malaises au sein de l'institution militaire, mais l'appareil policier reste intact, donc le régime de Ben Ali va persister. Mais ça n'empêche pas que vraiment il y avait une dynamique interne assez forte dans la révolution tunisienne et égyptienne. C'est pour cette raison j'ai une conférence où je distingue entre la dynamique interne de la révolution et les interventions étrangères. Elle arrive jusqu'où cette dynamique interne et où sont les interventions étrangères? Parce que finalement, il faut savoir que la révolution doit être une boîte noire fermée, sans intervention étrangère. La révolution française de 14 juillet 1789, c'était une boîte noire fermée. Imaginons-nous qu'une armée allemande, une armée anglaise interviennent dans la révolution française. Avec le roi au compte. Là, on ne va plus avoir cette boîte noire fermée, mais on va quitter la sphère de la sociologie de la Révolution vers une nouvelle sphère, celle des relations internationales et des influences. Docteur Sidaoui, très intéressant évidemment, et on va continuer. On a évidemment beaucoup de sujets, beaucoup de questions à vous poser. Youssef Brakni pour une nouvelle question. Ouais, je voulais surtout réagir. Oui, effectivement, une révolution, il peut pas y avoir de révolution téléguidée de l'extérieur. Sinon, c'est pas une révolution. C'est vrai que la Révolution française, c'est un bon exemple. Et justement, il y a eu des armées étrangères qui sont venues, qui ont envahi la France. Les armées prussiennes, autrichiennes. Marie-Antoinette était autrichienne d'origine. D'ailleurs, on l'appelait l'autrichienne de manière péjorative. Mais justement, c'est grâce aux révolutionnaires comme Robespierre et Danton qui ont tenu la maison entre guillemets, souvent en coupant des têtes. Mais en tout cas, ils ont tenu et ils ont pu sauver la révolution justement de l'ingérence extérieure. Pour le cas de la Tunisie, effectivement, en vrai, la réalité de ce qu'on a appelé le printemps arabe, en tout cas dans ses débuts, la France était la grande perdante en réalité. C'était la perdante surtout en Tunisie. La France n'avait aucun intérêt à voir Ben Ali partir. Ils étaient très bien servis, ça se passait très très bien, ils avaient leur intérêt qui était sauvegardé là-bas. Michel Alliot-Marie, qui était ministre de l'Intérieur, avait dit que la France mettait à sa disposition tout le savoir-faire en matière de répression. Il faut savoir que les grenades lacrymogènes, ça peut paraître rien comme ça, mais c'était
des bateaux qui étaient livrés de grenades lacrymogènes pour la police tunisienne. Et le troisième point, effectivement, c'est vraiment l'armée qui a joué un rôle décisif. Alors, quand même, l'armée qui était quand même assez proche d'Hillary Clinton à l'époque, c'était la ministre des Affaires étrangères à l'époque, parce que Ben Ali a construit un État policier. Les policiers, lui, ça s'appuyait pas tellement sur l'armée en réalité. Lui, c'était surtout de faire un état policier qui surveillait, enfin voilà, qui surveillait toute la population. Il y avait des indices dans chaque café, y compris même jusqu'ici en France dans l'immigration tunisienne. Voilà, j'ai énormément d'amis militants qui étaient très actifs sur la question palestinienne, qui étaient suivis par la police de Ben Ali. Donc, il y a eu quand même une spécificité tunisienne. Et pour le coup, moi, je considère en tout cas que la Tunisie c'était une vraie révolution. En Égypte aussi. Et là où je suis d'accord, c'est que pour ce qui est de la Libye et pour ce qui est de la Syrie, du Yémen entre autres, etc., il y a eu tout de suite un gérance extérieure. Pour le cas du Yémen, c'était l'Arabie Saoudite dès le départ. Pour le cas de la Libye, on le sait, c'est l'OTAN. Et puis le la Qatar. Syrie, Et le Qatar. le Qatar, oui. Et surtout la Libye dès le départ. Voilà, on a vu ce truc fantôme là, ce CNT défiler à Paris, carrément au Festival de Cannes, avec BHL et Nicolas Sarkozy. Docteur, est-ce que est-ce que le régime de Ben Ali était un régime dictatorial? Évidemment, c'est une dictature politique, malgré le progrès économique dont il vantait Ben Ali, mais c'est une dictature. La preuve que pendant 14 ans à Genève, j'ai fréquenté une seule fois la Tunisie avec un groupe touristique. C'était une dictature, mais pas une dictature sanguinaire. Quand même, on ne liquide pas physiquement les opposants dans la rue. Mais c'est une dictature. Ça veut dire une dictature qui domine les médias, la culture, même publier un livre, 1000 exemplaires, vous pouvez pas avoir ce visa, vous pouvez pas publier votre propre livre. Donc c'était un système policier assez sophistiqué, mais c'est contre une culture pacifique et contre la culture tunisienne, parce qu'on a des bonnes élites au cinéma, des écrivains, des poètes. Et le seul qui était analphabète, le seul qui n'aimait pas les intellectuels, c'était Ben Ali. Parce que Bourguiba avait une autre méthode. Bourguiba, il chasse ses opposants de gauche, et puis il y a les jugements, puis on parle de 20 ans de travaux forcés, et puis le prisonnier ne passe que quelques mois en prison, puis il l'invite, ce que racontait Hama Hamemi, le chef du PAC, du Parti des travailleurs tunisiens, puis il l'invite au palais présidentiel, puis il lui dit « Considérez-moi comme votre père », puis il recommence son travail avec une enveloppe et un soutien économique. C'était Bourguiba, diriger le pays politiquement. Finalement, on est dans le domaine de la politique. Ben Ali, non, Ben Ali, c'était un flic tout court. Ça veut dire il n'a confiance qu'en ses officiers de police et il n'a pas joué le jeu politique. Il a fermé tout. Et là aussi, on a une théorie en sciences politiques qui disait face à la fermeture du système politique, ça conduit à la radicalisation de l'opposition. L'opposition ne veut plus des réformes, mais veut tout court le départ du régime. Quand un régime ne s'ouvre pas, l'opposition se radicalise et demande son départ. Sofiane Akdari. Oui, et moi c'est juste la destination finale de Ben Ali qui m'a un peu interpellé à chaque fois. C'est comment il a choisi l'Arabie Saoudite. Il aurait pu choisir, ouais. En fait, c'est pas lui qui a choisi, ce sont les Américains. Nous savons aujourd'hui, ce sont les Américains. Parce que Ben Ali aussi, à travers son avocat, a dit il y avait un coup d'État qui a été préparé depuis longtemps contre ma personne. Et il accuse évidemment les États-Unis d'Amérique. Et le général Ammar, ouais. Voilà, et l'armée, la trahison de l'armée. Lui, il parle de la trahison de l'armée. Nous, personnellement, j'ai dit, c'était une position patriotique de l'armée tunisienne. Même si elle était encouragée ou soutenue ou demandée par les États-Unis d'Amérique. Mais lui, il parlait d'une trahison de Rachid Ammar et de l'armée tunisienne et à travers son avocat. Donc, il n'a pas choisi sa destination dès le départ. C'était l'Arabie Saoudite et il y avait un accord entre lui et l'Arabie Saoudite et les Américains qui ne parlent pas ouvertement jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir? Ça sera la dernière question avant la pause publicitaire. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir concernant la Tunisie, docteur Sidaoui? Surtout avec les difficultés économiques qu'on connaît la Tunisie aujourd'hui. Oui. Au plan politique et médias, ça fonctionne bien. Personnellement, dans mon livre, j'ai revendiqué la formule magique suisse. Ça veut dire, pendant cette phase transitoire démocratique, on peut éviter les conflits et la division de la société, par exemple, entre deux partis, mais on peut travailler un gouvernement de coalition à long terme. Mais malheureusement, ce gouvernement de coalition a regroupé
uniquement deux partis de droite, un parti de droite libérale qui est né de Tunis, un parti de droite conservateur qui est un Nahda, et puis c'est une démocratie néolibérale à l'américaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'État-providence, ce n'est pas une démocratie sociale à la française, par exemple. L'absence de l'État-providence laisse la fièvre révolutionnaire fonctionne toujours, et peut-être on va voir d'autres soulèvements populaires, mais je pourrais dire même on a eu ça chaque décembre et janvier depuis la Révolution jusqu'à nos jours. Dans un instant, Dr Sidaoui, on continue évidemment avec vous et je propose à Youssef Brakni de nous préparer une petite question sur le pays voisin de la Tunisie, l'Algérie, puisque vous en êtes aussi un spécialiste quelque part aussi au travers de vos travaux. On va en parler dans un instant avec Youssef Brakni et Sofiane Nagdari qui sont avec nous, bien entendu en direct sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans cette émission aujourd'hui du LGF, le Grand Forum avec Youssef Brakni et Sofiane Nagdari et notre invité exceptionnel depuis Genève, monsieur Riyad Sidaoui, politologue suisse d'origine tunisienne, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, spécialiste du monde arabe, notamment de l'Algérie et des mouvements islamistes d'ailleurs et des dictatures. Son dernier ouvrage, du printemps arabe à Daesh, nous allons tenter de continuer d'explorer cette actualité très chaude. Justement, alors on a fait une longue partie sur la Tunisie, finalement là où est parti ce que l'on a appelé le printemps arabe. Je propose maintenant de faire un petit tour par l'Algérie, Youssef Brakni, avec une question au docteur Riyad Sidaoui qui est avec nous. Alors évidemment l'Algérie, ça c'est le gros morceau du Maghreb là. Est-ce qu'on peut parler d'une exception ? Une exception qui est due à une chose très simple, c'est que l'Algérie a connu son printemps entre guillemets en 88. Il y a eu le printemps berbère auparavant. Ensuite le printemps en 88 où toute la jeunesse est descendue dans la rue. Ça a abouti au multipartisme. Il y a eu cette ouverture en fait déjà à l'époque dans les débuts des années 90. Ensuite il s'est passé ce qui s'est passé, la guerre civile de plus de 200 000 morts, qui a fait que ça a un peu, on va dire, anesthésier le peuple algérien quand même, parce qu'on se dit bon bah voilà, si c'est pour repartir où on va tous ton voisin, tu te retrouves avec ton voisin qui vient t'égorger, parce que c'était ça ton frère même des ton fois. Frère, ouais, c'est un même village, c'était des gens, c'était vraiment une guerre civile quoi. Et donc là ça a anesthésié le peuple algérien, et je dirais même plus. J'avais entendu un jour un discours de Rached Ranouchi qui disait que en fait eux ils voulaient à tout prix éviter le modèle algérien, que pour eux leur obsession c'était d'empêcher à tout prix qu'il y ait une guerre civile à l'algérienne. C'est d'ailleurs pour ça que une confrontation armée. Voilà. Ouais, c'est vrai que Nahda s'est reculé, à un moment donné, a reculé. Enfin, c'était pas très loin, parce qu'à un moment donné, t'avais des chefs de la gauche qui étaient assassinés pratiquement tous les jours en Tunisie. Ma question, c'est, du coup, oui, il y a une exception qui s'explique par l'histoire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours, voilà, c'est l'avenir. Alors, voilà, on a tous les scénarios possibles sur l'Algérie. Surtout la presse française est très friande du chaos algérien. Attention, la bombe algérienne. On a vu Valeurs Actuelles qui a fait sa une sur l'Algérie, la bombe algérienne à nos frontières. C'est toujours, en fait, j'ai l'impression que la presse française attend cette explosion en Algérie. On dirait qu'il la souhaite même. Et la question que j'aimerais poser à notre docteur, c'est du coup, quel est l'avenir ? Quel est l'avenir de l'Algérie ? Comment va se passer cette question de la succession en 2019 ? Bouteflika repartira pas ? C'est la grande question. Qui pourrait lui succéder potentiellement ? Et vers où va l'Algérie ? Docteur. L'Algérie, comme vous venez de dire, a connu son printemps en 1988, octobre 88, et puis la modification de la Constitution, l'armée n'est plus présente au FLN, ainsi de suite. Donc l'Algérie a connu ses secousses en 1988, et c'était mes travaux, les années 90, j'avais un mémoire de DS sur l'armée algérienne, et j'étais parmi ceux qui ont dit que l'armée va gagner cette guerre contre le terrorisme. Alors les experts américains comme Graham Fuller de la AND, il publie que la question quand le fils arrive au pouvoir, ce n'est pas la question si le fils arrive au pouvoir ou non, mais c'est quand. Alors, moi j'ai dit non, l'armée algérienne va gagner cette guerre contre le terrorisme pour des raisons historiques, parce que l'armée algérienne aussi c'est la continuation de l'ALN, de l'armée de libération nationale, dont cette armée a connu plusieurs officiers qui ont fait leur guerre de libération nationale contre la colonisation française. Après octobre 88, nous connaissons tous les ouvertures, comme la Tunisie après le 14 janvier 2011, la liberté de la presse écrite, la liberté de la télévision, et surtout le nombre des partis politiques. C'est le même phénomène qui se répète. On a connu plus que 100 partis politiques en Algérie, la même chose aujourd'hui en Tunisie.
Or, toute vie politique ne peut pas supporter plus que 2, 3, 4 partis politiques au maximum. Donc, aujourd'hui, l'Algérie. En 2011, j'étais contacté par des médias occidentaux et ils me demandent s'il y aura un printemps arabe en Algérie. Et j'expliquais non, en utilisant mon modèle théorique, en utilisant les 3 facteurs. La radicalisation de l'opposition politique qui ne veut plus des réformes et le départ du régime. 2, les défections au sein des pouvoirs, les divisions au sein des élites au pouvoir. 3, la neutralité de l'armée ou la trahison de l'armée vis-à-vis du régime. Ça veut dire, y aura-t-il une situation révolutionnaire en Algérie? J'ai dit non, parce que j'ai mes arguments, mais aussi certains médias occidentaux ont voulu, j'ai compris par leurs questions, ont voulu que cette révolution aura lieu. L'Algérie, c'est une exception. Exception par son histoire, exception aussi par son armée. C'est une armée de libération nationale qui est devenue une armée classique plus tard, mais elle a gardé cette souveraineté. Elle a gardé, par exemple, l'armée algérienne, jusqu'à nos jours, elle achète ses chasseurs et ses MiG et ses Sukhoi auprès de la Russie, ni la France ni les États-Unis d'Amérique, pour des raisons historiques, parce que la Russie ou la Chine ont aidé la révolution algérienne, parce que là, il y a eu une vague chez les islamistes algériens qui accusaient ce qu'ils appelaient des officiers de l'armée française, comme si l'Algérie a été dirigée par des officiers de l'armée française. Or, j'ai dit tout simplement, si ces officiers existent, l'Algérie va acheter des Rafales et des Mirages et non pas des MiG et des Sukhoi, tout simplement. Aujourd'hui, la colonne vertébrale de l'État algérien, d'ailleurs, comme tout État moderne, c'est l'armée. Tout État moderne, aujourd'hui, sa colonne vertébrale, c'est l'armée, ses services secrets, la DRS en Algérie, la DRS qui est la continuité de Malk et de la sécurité militaire et qui contrôle bien le pays. Donc, c'est un pays d'institution. Le départ de Bouteflika ne va pas changer ou ne veut pas déstabiliser le pays, puisque les grandes institutions sont là. La colonne vertébrale de l'État est là. Et en plus, c'est une armée populaire. Armée populaire nationale, ça veut dire enracinée dans la population, où tout jeune Algérien doit passer plus qu'une année sous le service militaire, ce qui veut dire un engagement. Et puis, il y a le bagage de la révolution algérienne et une sensibilité extrême des Algériens de toute intervention étrangère dans leurs affaires intérieures. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, de l'Irak ou de la Syrie, chez certains, ou de la Libye. Les Algériens sont connus, même s'ils ont des problèmes internes, ce qui est logique d'ailleurs, j'ai un livre en langue arabe, c'était les conflits au sein des élites politiques et militaires en Algérie, le parti, l'État et l'armée. C'est logique. Les conflits politiques sont logiques et dans toute démocratie, dans tout État, on a ces conflits. Mais comment on règle ces conflits? Par la force ou par la politique. C'est ça la différence. Donc l'Algérie, ce qui va se passer, après le Bouteflika, il y aura un autre président. Il n'y aura pas le chaos, parce que l'institution qui a garanti l'indépendance du pays est toujours là, elle est populaire. Et puis, l'Algérie, comme vous venez de dire, a connu son printemps arabe en octobre 1988 et n'est pas prête à refaire le même drame des années 90. Mais docteur Sidaoui, vous parlez de l'Algérie, qu'il n'y aurait pas de modèle à la tunisienne, mais un modèle comme on a vu en Syrie, parce que tout le monde a compris en vérité que cette armée qui est Daesh ou Al-Qaïda, qui était l'armée de l'OTAN en vérité, c'est la chair à canon pour les intérêts néolibéraux et hégémoniques des Américains dans la région du monde arabe. Est-ce que le modèle syrien ou le modèle libyen allait être appliqué ou va être appliqué à l'Algérie, parce que tous ces terroristes, il faudrait qu'ils les emmènent. On voit aujourd'hui des hélicoptères américains en train de les transporter de Raqqa et même des médias américains qui le révélaient, le Washington Post pour ne pas citer. Où vont partir ces terroristes en vérité? Est-ce qu'ils vont les envoyer dans la région du Sahel et par de suite vraiment encercler l'Algérie pour qu'elle obéisse aux ordres, ou bien ça sera la déstabilisation? Est-ce que vous pensez que ce scénario est prévu, va se dérouler en Algérie? Je pense pas, parce que, comme j'ai dit, l'armée est assez puissante, la DRS aussi assez puissante. En plus,
c'est vrai, le territoire algérien est vaste. Quand on regarde la carte, c'est un immense pays, l'Algérie. Donc, il faut vraiment une armée très puissante, bien équipée, surtout l'aviation, afin de protéger tout ce pays. Et il y a des problèmes, il ne faut pas les négliger. Vous venez de citer ce qui se passe au Sahel et au nord du Mali, et surtout la Libye. N'oublions pas, la Libye, c'est une bombe à retardement qui menace la sécurité nationale à la fois de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte, voire même du Tchad et du Niger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les armes circulent dans les mains des centaines de milices libyennes. Nous savons bien que le terrorisme prospère pendant l'absence des États, quand les États deviennent fragiles, ou quand les armées se disloquent et les services secrets se disloquent. Évidemment, le terrorisme prospère. C'est comme le jeu du chat et de la souris. Le chat, c'est l'État fort, l'armée nationale et les services secrets. La souris, c'est le terrorisme. Donc, si l'État est fort, l'armée nationale est présente et les services secrets sont présents, on peut avoir du terrorisme, mais accidentel, comme le cas en France, à Paris ou à Londres ou en septembre, un accident. Mais n'oublions pas que la Libye a connu Darna ou a connu Sirte comme un bastion, comme un micro-État de Daesh. Raqqa en Syrie ou Al-Mosul en Irak était un micro-État de Daesh. Ils avaient leurs blindés, ils laissaient leurs drapeaux, et ils collectent les impôts, ainsi de suite. La monnaie aussi. Ils ont le monopole de la violence légitime, comme il disait Max Weber, leurs tribunaux, leurs juges, etc. Alors ça ne peut pas avoir lieu en Algérie. Mais la menace est réelle, surtout de la Libye. Peut-être cette bombe à retardement fonctionne toujours afin de menacer en permanence la sécurité nationale, comme je dis, de l'Égypte, de l'Algérie, de la Tunisie. En Tunisie, les deux attentats qui ont touché les hôtels de Kantaoui ou Bardo, on a compris, après les révélations, que les armes venaient de la Libye, les Kalachnikovs venaient de la Libye. En plus, ces jeunes ont été entraînés dans des camps libyens. Ce qui explique que vraiment le nord de l'Afrique n'est pas stable à cause de cette bombe de retardement qu'est la Libye. Et pourquoi l'OTAN, quand elle était intervenue, n'a pas fini son travail afin d'instaurer une paix nationale et un gouvernement fort et surtout une armée nationale qui monopolise la violence légitime. Parce que le problème de la Libye, c'est un problème d'État aujourd'hui. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. C'est la somalisation complète. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas le monopole légitime de la violence. Avant de parler de démocratie, des élections législatives ou présidentielles, il faut parler d'un État libyen. Donc il faut parler d'une armée nationale et des services secrets qui garantissent la sécurité et qui monopolisent la violence légitime. Alors, docteur Riyad Sidaoui avec nous sur France Maghreb 2, on pourra peut-être y revenir plus tard. Moi, j'ai envie aussi que l'on glisse doucement vers celui qui finalement s'en sort plutôt pas mal au travers de ces révolutions arabes, c'est le Maroc. Comment expliquer aussi, là, pour le coup, peut-être une certaine spécificité à la marocaine avec son application, enfin, il fait partie, le Maroc, de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite pour le Yémen. Le Maroc qui entretient quand même quelque peu des relations un petit peu avec tout le monde. À quoi joue le Maroc, docteur? Le Maroc cherche sa propre stabilité et éviter d'entrer dans des grandes confrontations. Avec l'Arabie Saoudite, c'est une complaisance diplomatique. Mais avec la crise du Qatar a joué la carte de la neutralité, voire peut-être la position marocaine a beaucoup fâché les Saoudiens, oui, qui pensaient qu'elle était plus proche que Qatar que leur relation historique. Et c'est un pays qui a des problèmes socio-économiques, mais la légitimité tourne autour du roi. Ça veut dire le pays est en voie d'une monarchie constitutionnelle, ce que veut dire après les élections, ceux qui gagnent, ils peuvent diriger le pays. Évidemment, le roi garde surtout les affaires étrangères et la défense, mais les dossiers délicats comme le chômage, l'économie, la vie sociale, entre les mains de ceux qui gouvernent. Et depuis des années, nous savons tous que les frères musulmans marocains, entre guillemets, ce sont eux qui forment ces gouvernements. Et donc, qui encaisse plus l'échec, s'il y avait l'échec social ou l'échec économique. Youssef Vratnik pour une nouvelle question. Oui, alors
Sur le Maroc, il y a quand même une spécificité pour le coup. Là, c'est le mouvement social très puissant qui est en train de monter quand même. Ah, On a quand même eu une région au nord, donc le Rif, qui s'est rebellée, qui a montré une très très grande résistance, qui a montré une grande combativité. On a aujourd'hui un autre mouvement là qui se lance à Gerada, qui est aussi très puissant, qui est violemment réprimé. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je vois carrément les fourgons de police qui roulent sur les manifestants, à l'image un peu de en 2001 en Algérie, en Kabylie, de ce qui se passait en Kabylie. Et j'ai l'impression que sur ce coup-là, l'État algérien a plutôt bien joué la question de la mazérité, notamment avec une annonce qui a surpris tout le monde de Bouteflika, où il a annoncé que Yenayer était férié, chômé. Ça c'était vraiment, il a pris de court tous les berbéristes, en fait, tous les berbéristes d'extrême droite, notamment les Fatmeni, le MAC, etc. Alors que le Maroc était plutôt en avance sur tout ça, y compris sur la question de la mazérité, en train de reculer brutalement d'un coup, donc entre ces deux mouvements-là. Et puis il a toujours pas résolu la question épineuse du Sahara occidental. Et puis dernier point, il y a la question de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, qui est très mal vue par les mouvements citoyens, parce qu'il y a des puissants mouvements citoyens au Sénégal notamment contre le franc CFA, et le Maroc est vu un peu comme l'avant-garde de la France en Afrique de l'Ouest pour changer de monnaie. En fait, comme le franc CFA n'est plus populaire, du coup on va proposer autre chose, mais toujours un peu sous l'égide de la France, et pourquoi pas passer pour la France, pour les industries françaises, par des sociétés mixtes franco-marocaines, mais qui assureraient toujours des débouchés, des marchés pour la France, mais sous couvert avec des sociétés écrans entre guillemets marocaines. Donc voilà, j'ai l'impression que le Maroc là, c'est quand même pas, traverse une période plutôt difficile là. Docteur, ce n'est pas une question mais une réflexion. Est-ce que est-ce que vous la partagez, cette réflexion de Youssef Brakni? Tous les pays arabes traversent une époque très difficile. Ça, c'est une évidence, pas uniquement le Maroc. Mais comme je dis, on a toujours une règle. L'ouverture du système politique absorbe la radicalisation de l'opposition. Vice-versa, la fermeture du système politique conduit à la radicalisation de l'opposition. Il vient de citer les mouvements sociaux. Il faut dire les mouvements sociaux ne sont pas des partis politiques. C'est quoi un mouvement social? D'ailleurs, ceux qui ont déclenché la révolution tunisienne sont les mouvements sociaux, surtout à Sidi Bouzid et au Kasserine. C'est le mouvement des mines et tout. Voilà, mouvements sociaux sont des jeunes inconnus même par la police, inconnus par les médias, et c'est le pouvoir local dans les ruelles, dans les rues, et qui se forme en se radicalisant contre le système. Un mouvement social. Parce que la démocratie, qu'est-ce qu'elle dit, la démocratie marocaine ou française? Même en France, on a des mouvements sociaux assez puissants. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez des élections, vous avez un projet, vous avez un programme économique, politique, d'accord. Dans les prochaines élections, essayez de convaincre les électeurs et gagner les élections et appliquer vos projets. Et là, on a les partis politiques, y compris les frères musulmans marocains, les islamistes marocains, qui gèrent le pays, qui gèrent les gouvernements depuis des années. Alors, les mouvements sociaux, non, tout ce jeu, on n'accepte pas tout ce jeu. Les problèmes sont encore plus sérieux. Donc, on est là afin de résoudre des problèmes que la démocratie traditionnelle n'arrive pas à les résoudre. C'est ça la différence entre des mouvements sociaux, donc par définition radicaux, et les partis politiques reconnus par le pouvoir et qui participent dans le jeu démocratique. Mais le Maroc, ou l'Algérie, ou la Tunisie, ou tout le monde arabe, nous traversons aujourd'hui une tempête, une époque très très difficile, à la recherche de la démocratie, de la justice sociale. Parce qu'on oublie souvent, les médias occidentaux essaient de se focaliser surtout sur la démocratie libérale, ou parfois néolibérale. Mais on oublie la justice sociale, le moteur de tous ces soulèvements. En Tunisie, quand la révolution s'est déclenchée, le premier mot d'ordre, c'était travail, avant même liberté. Travail, liberté, dignité nationale. Le travail, c'était avant tout. Quand on ne satisfait pas ces mouvements sociaux qui ont revendiqué le travail, et quand on évoque des solutions du FMI et de la Banque mondiale, donc plus radicales encore, et on dit oui, la classe moyenne, on ne peut pas parler trop de la démocratie sans mes critiques et mes reproches à la démocratie tunisienne. Elle tombe dans le modèle néolibéral américain, deux partis de droite, l'un conservateur, l'autre libéral, mais avec une négligence totale de la vie sociale. Ça veut dire que les citoyens n'ont qu'un seul contrat entre lui et l'État, c'est le contrat politique. Le jour des élections, puis bye bye et au revoir. Il n'y a pas un contrat social.
Donc, la démocratie néolibérale à l'américaine ne pourrait pas résoudre les problèmes sociaux profonds dans les sociétés arabes. J'en profite, Sofiane, avant de te donner la parole, puisque vous parlez de mouvements sociaux, et il y en a un important aujourd'hui en France. Il y a des chiffres qui viennent de tomber à l'instant. La CGT annonce 400 000 manifestants à travers tout le territoire et 40 000 à Paris. Sofiane Agdari. Oui, docteur Sidaoui, quand on revient sur la guerre civile en Algérie, on a une contestation sociale, une demande de liberté, de justice, etc. Et on a eu le retour des Arabes afghans et qui ont contribué énormément dans cette guerre civile. Est-ce que vous craignez pas pour le Maroc ou pour la Tunisie, parce qu'ils ont un nombre assez important de Tunisiens et de Marocains qui sont partis en Syrie pour faire, selon eux, le djihad? Est-ce que le retour de ces terroristes ne peuvent pas surfer sur une vague de contestation d'ordre économique? Oui, absolument. C'est encore une bombe de retardement. Un bombe à retardement, ce que j'ai expliqué aussi dans mes livres, en arabe ou en français. Qu'est-ce qu'on va faire avec 6 000 terroristes tunisiens? D'ailleurs, ces 6 000 Tunisiens, qui les a embarqués vers la Syrie? Aujourd'hui, personnellement, j'ai assumé ma responsabilité éthique et juridique, et dans mes livres et dans les plateaux des chaînes de télévision tunisiennes, ce sont les services secrets qatariens et des Saoudiens qui ont ramené ces Tunisiens vers la Syrie, qui a acheté les billets d'avion. Un Tunisien qui... Parfois, le facteur qui pousse ce Tunisien à aller en Syrie, c'est prendre l'avion pour la première fois dans sa vie. Ah oui. Dans un bled d'Ouar, perdu, on trouve un jeune quasi-analphabète, tu vas faire le djihad en Syrie, et voilà, tu as 2-3 000 $, et on va donner à la famille aussi. À ta famille, voilà ta famille, c'est surtout ça. Et le billet d'avion est là, et tu vas ou à Ankara en Turquie. En Turquie, vous allez être hébergé dans un hôtel, un bon hôtel, puis une voiture 4x4 va vous amener jusqu'à la frontière, jusqu'à là. C'est ce qui s'est passé. Nous savons tous l'histoire. Hein. C'est les 6 000 Tunisiens ou 6 000 Tchétchènes en Syrie ou 5 000 Ouïghours chinois ou des milliers de djihadistes européens. Mais qui les a? On n'a pas des satellites, on n'a pas des services secrets, on n'a pas des douanes. Mais tous ils sont entrés par la Turquie. D'ailleurs, sur Arte, la chaîne franco-allemande, j'ai vu, c'est une chaîne assez courageuse pour ces thèmes, j'ai vu le reportage comment les officiers des services secrets turcs amènent et apportent des armes sophistiquées dans des camions, soit disons la marchandise. Et quand le douanier turc veut les arrêter, mais écoutez, nous on est les services secrets, on doit passer. Donc tout ce qui s'est passé en Syrie, c'était planifié. Ce sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles d'un ministre des Affaires étrangères français, Monsieur Roland Dumas, Absolument. devant compte à la télé, il a dit, écoutez, c'est un problème qui date depuis des années avant la crise. J'étais à Londres, j'étais contacté par mes homologues anglais. Ils m'ont dit qu'on veut éliminer le régime de Bachar al-Assad parce qu'il n'a pas signé des accords de paix avec Israël et nous embête dans la région. Donc, on entraîne des commandos. Alors, si ces déclarations viennent d'un ex-ministre des Affaires étrangères français, ça veut dire une déclaration fiable. La même chose pour Daesh, par exemple, ce que j'ai expliqué dans mon livre du printemps arabe, on est à Daesh aujourd'hui, on ne parle pas du printemps arabe, on parle de Daesh d'Al-Qaïda. Quand Yves Bonnet, l'ex-patron de DST française, publie une interview le 8 octobre 2012 à la Dépêche de Midi, il dit intégralement, entre deux guillemets, on a un vrai problème avec l'Arabie Saoudite et le Qatar qui financent le terrorisme, et je me fiche des résultats de Paris Saint-Germain. Ça veut dire les intérêts économiques de la France doivent être secondaires par rapport à la sécurité des Français et de la France. Deuxième argument, Joe Biden, qui était vice-président des États-Unis d'Amérique, et devant les étudiants américains à l'université Harvard, et dit, écoutez, nos amis qatariens, saoudiens, émiratis et turcs ont financé et créé Daesh. Monsieur Lotfi Benjedou, le ministre de l'Intérieur tunisien, en décembre 2014, il donne une longue interview au quotidien algérien arabophone Al-Khabar, 10 millions d'exemplaires par jour, et la manchette des hommes d'affaires des pays des Golfe financent le terrorisme en Tunisie. Parce que tous mes travaux se sont basés sur des déclarations officielles, sur des déclarations des hauts responsables, des chefs de services secrets ou des ministres des Affaires étrangères. Mais docteur Sidaoui... Alors, le tableau est clair aujourd'hui. Ce qui s'est passé en Syrie, c'était
Après, le problème des gaz russes ou les gaz qatariens qui doivent passer par la Syrie. La Syrie, Bachar a consulté son ami Vladimir Poutine. Les Qatariens veulent utiliser le territoire syrien pour leur pipeline de gaz. On a dit non et vous connaissez le reste de l'histoire. Oui. Non, mais pour le Maroc, combien on chiffre à peu près à combien le nombre de Marocains qui sont partis en Syrie? Les chiffres exacts, on n'a pas. On n'a pas les chiffres exacts, mais c'est beaucoup moins que les Tunisiens. Il faut dire, les Tunisiens, il y avait aussi un problème technique après la révolution. C'est le premier pays du Maghreb à avoir envoyé autant de... La Tunisie, oui. La Tunisie. Parce que pour la Tunisie, on a des facteurs objectifs. Il y a tout d'abord la dislocation des services secrets de Ben Ali, d'antiterrorisme, contre-espionnage, etc. Et un pays sans service secret, un État sans service secret, c'est comme un Corée. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut sortir. Donc, qui va contrôler? Et il y a eu le gouvernement de coalition dirigé par Ennahda, un pays islamiste pro-musulman et anti-régime syrien. C'est eux qui ont permis surtout le départ, hein? Non, Ennahda. Il y avait des bureaux de Ennahda où les familles pouvaient chercher leur enveloppe, hein? Oui, et moi-même, j'ai utilisé des déclarations toujours, parce que je travaille scientifiquement, je n'invente pas des informations, j'ai utilisé des déclarations des chefs du parti Ennahda qui ont encouragé le djihad en Syrie. Ouais, c'est ça. Dans le sud tunisien. Ils disaient, si j'étais jeune, je ne ratais pas ce plaisir de djihad en Syrie, contre le tyran Bachar al-Assad. Donc j'ai documenté toutes ces déclarations qui montrent bel et bien qu'ils ont encouragé, ont soutenu cette vague d'immigration des terroristes tunisiens vers la Syrie. C'est passionnant en tout cas. Il est avec nous sur France Maghreb 2, le docteur Riyad Sifawi. Sidawi, pardon. Non. Ah oui, non, vous voyez, j'ai fait ma langue a fourché. Hein, c'est pas le même spécialiste. Ah oui, oui, franchement, oui. Dans un instant, justement, vous avez parlé du Qatar et de l'Arabie Saoudite qui se sont visiblement unis pour financer le terrorisme. Et pourtant, ces deux-là sont fâchés aujourd'hui, docteur. On va y revenir dans un instant pour expliquer peut-être ce qui se passe entre ces deux acteurs importants, entre le Qatar donc et l'Arabie Saoudite. Et puis évidemment, on fera un petit tour, si vous le permettez, par le Yémen, parce que c'est quand même le pays oublié, le Yémen, et il se passe peut-être la pire catastrophe dans le monde en ce moment. Évidemment, on terminera par la Syrie avec cette révolution. D'ailleurs, on en a fait une émission spéciale la semaine dernière avec nos spécialistes à nous, docteurs, que sont Sofiane Nagdari. Cette guerre contre la Syrie. Absolument, 7 ans de guerre en Syrie. Voilà ce que je vous propose pour cette dernière partie qui arrive dans un instant. Docteur Riyad Sidawi qui est avec nous en duplex depuis Genève sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Sofiane Nagdari, Youssef Brakni et notre invité depuis Genève qui est Riyad Sidawi, politologue suisse d'origine tunisienne, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, spécialiste du monde arabe. Et à ce titre, avec lui, nous avons quelque peu refait l'actualité de ce monde arabe et depuis justement le déclenchement de ce printemps ou de ces printemps arabes. Docteur, nous parlions avant la pause du Qatar et de l'Arabie Saoudite et vous nous avez clairement indiqué donc leur implication dans le financement du terrorisme, particulièrement en Syrie, et pourtant ils se sont fâchés. Alors comment expliquez-vous cette animosité entre le Qatar et l'Arabie Saoudite? Le problème est historique. Le fondement du problème, c'est le coup d'État du cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani contre son père. Son père était protégé saoudien parce que le Qatar était toujours l'allié systématique qui ne discute pas le grand frère qui est l'Arabie Saoudite dans la péninsule arabique. Avec ce nouveau coup d'État, les Saoudiens n'étaient pas contents et ils voulaient que le père revienne au pouvoir. Donc ils ont financé et fomenté un coup d'État, un contre-coup d'État qui a échoué. Puis ils ont créé Al Jazeera et qui a déclenché une campagne médiatique contre l'Arabie Saoudite. Et les Saoudiens ont créé aussi la chaîne Al-Arabiya qui a déclenché une campagne médiatique contre le Qatar et ça persiste. À un certain moment donné, il y a une certaine réconciliation fragile entre l'Arabie Saoudite et le Qatar après la visite du cheikh Hamad à Riyad et il a conclu un accord avec, à l'époque, le ministre de la Défense, Sultan Ben Abdelaziz, mais cet accord était très, très fragile.
Donc aujourd'hui, ce qui est bien pour nous, aujourd'hui les observateurs, c'est que les Qatariens et les Saoudiens sont en train d'accuser l'un l'autre que vous soutenez le terrorisme. Le Qatar est accusé par l'Arabie Saoudite de financer le terrorisme et a ses arguments. Et le Qatar accuse l'Arabie Saoudite de financer le terrorisme à ses arguments. Et ils dévoilent ces arguments dans leur chaîne de télévision. Et c'est ce qui nous a aidés. Donc, ils ont confirmé toutes ces thèses. En fait, les deux ont soutenu le terrorisme, ont soutenu Al-Qaïda, ont soutenu Daesh, ont comploté contre la Syrie. Ils ont investi des milliards et des milliards de dollars en Syrie, surtout suivant les dernières interventions de l'ex-ministre des Affaires étrangères qatarien, le feu Hamad Ben Jass, comment il a parlé de la Syrie, il a avoué qu'il y avait un complot et qu'ils ont beaucoup investi avec les Saoudiens. Il a dit, nous étions ensemble, on a soutenu ensemble Al-Qaïda, on a soutenu ensemble Daesh. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il y a eu cette divergence. L'Arabie Saoudite est dirigée aujourd'hui par un jeune prince qui est Mohammed Ben Salman, le vice-roi, qui a fait 3 coups d'État au sein du palais royal. Il a évincé tout d'abord Meghrem Ben Abdelaziz, le prince héritier, puis il a évincé Mohammed Ben Naif, le prince héritier, puis il a mis ses cousins princes et des hommes d'affaires en garde à vue, en prison dans l'hôtel Ritz, afin de s'imposer. Et aujourd'hui, il est à Washington, et il signe des accords très très généreux avec Trump, juste pour avoir le soutien américain, parce qu'il veut devenir un roi. Et donc, il ne veut pas du partage du pouvoir ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et à l'extérieur, il a ouvert le front avec le Qatar, et puis évidemment, a déclenché surtout la guerre contre le Yémen. Docteur Riyad Sidaoui, avec nous en direct, en duplex depuis Genève, Youssef Brakni. Oui, alors moi la question que je me pose, c'est en fait quels sont du coup l'impact, enfin les différentes conséquences sur le reste du monde arabe de cette guerre en fait entre ce qu'on appelait le Qatar-Ban. Enfin, en tout cas, cette guerre entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, cette guerre froide, hein, évidemment, c'est pas une guerre directe. Mais quelles sont les conséquences, que ce soit déjà dans le monde arabe, mais même on peut le dire en France? Est-ce qu'il n'y a pas eu des retombées sur certaines personnalités? Est-ce qu'il n'y a pas eu par exemple des gens qui étaient plutôt proches du Qatar qui sont tombés? Et je pense aussi que ce soit en Europe en général ou dans le monde arabe. Le plus important au plan religieux. On a au plan religieux, au plan médiatique, au plan diplomatique, on va traiter tous ces points. Au plan religieux, par exemple, les cheikhs du Qatar sont regroupés dans une fondation, une organisation fondée en 2004 qui s'appelle l'Union internationale des ulémas musulmans. Oui. À leur tête, Cheikh Qaradawi. Les Saoudiens, depuis 1964, ils ont la Ligue mondiale des musulmans, qui est le bastion du wahhabisme. Pour nous, aujourd'hui, il y a une fracture, et c'est fini l'alliance historique entre le wahhabisme et les frères musulmans. Aujourd'hui, les cheikhs des frères musulmans accusent les cheikhs wahhabites d'être au service de la réaction et d'être contre les intérêts des musulmans et vice-versa. Donc, on a une guerre religieuse entre la Ligue mondiale islamique saoudienne, wahhabite, et l'Union mondiale des musulmans qatariens. Et ça, c'est révélateur, parce qu'aujourd'hui, on a tout dévoilé, ce qui montre que ces cheikhs, finalement, sont des mercenaires, ils sont des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, et qui sont au service de leur pouvoir, de leur émir, de leur roi, ni plus ni moins. Au plan médiatique, on a vu là, en regardant la chaîne Al Jazeera qatarienne ou la chaîne Al Arabiya, ils ont tout dévoilé, les secrets, etc. Et ce qui s'est passé en Syrie, qui finance les terrorismes, ouais. Donc pour nous les chercheurs, et pour nous les spectateurs aussi, c'est une mine d'or pour savoir la réalité, parce que dès qu'il y a eu ce problème, ils dévoilent tout sans limite. Au plan politique aussi, il y a une déchirure dans la région. Le Conseil des pays de Golfe, c'est fini officiellement. Aujourd'hui, on a 2 axes, si vous voulez. L'axe Riyad, Abu Dhabi et Manama, ça veut dire le Bahreïn et les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ensemble. Puis l'autre axe qui regroupe le Qatar, le Koweït et Oman, qui sont plus proches de la position qatarienne parce qu'ils ont peur de la domination de grands frères qui est l'Arabie saoudite sur la région. Surtout, on est face à des jeunes aujourd'hui, des jeunes responsables
qui n'ont pas la sagesse des vieux âgés ou d'autres rois de l'époque des années 60, 70 et 80. Et docteur Sidaoui, ils sont très agressifs. Oui. Oui, pour le Qatar et l'Arabie Saoudite, est-ce que vous craignez pas une confrontation militaire, sachant que le Qatar vient d'appeler les Turcs 5000 soldats sur leur territoire? Est-ce que c'est pas une protection? Ils ont peur que la protection américaine faille à un moment. Ils ont appelé la protection turque. Oui, il y a eu cette inquiétude, surtout en tant que chercheur, directeur de Carab, je me base toujours sur les déclarations officielles. C'est l'amir du Koweït qui a révélé ça, et ça c'est dangereux. On a évité ajuster, c'est une invasion militaire de la part de l'Arabie Saoudite. Donc, ce qui explique que le Qatar a invité les soldats et les officiers turcs en finançant tout, évidemment. Et n'oublions pas aussi la base aérienne Al-Aidid, la base américaine la plus grande au Moyen-Orient, c'est situé à Doha, au Qatar, et financée à 60%, je pense, par le Qatar. Donc, vous avez votre base militaire qui sert vos intérêts, nous on finance. Et pourquoi? Pour cette crainte que le grand frère envahit le petit frère qui est le Qatar. Mais évidemment, si jamais on élimine le régime qatarien ou l'actuel prince Tamim Ben Hamad Al Thani, ce sera par un feu vert américain. Et je ne pense pas que les Américains vont donner ce feu vert pour une simple raison, parce que les Américains sont gagnants dans toutes ces histoires. Ils appliquent une vieille méthode britannique dans cette région, c'est diviser pour régner, diviser afin de régner. Ça veut dire, aujourd'hui, Mohammed Ben Salman signe des contrats d'achat d'armes américains, des contrats très nombreux et qui vont aider le trésor américain. Et qu'est-ce qu'il fait? Le Qatar doit aussi signer d'autres contrats. Et ce qu'elle a fait, le Qatar, peut-être plus discrètement que les États-Unis d'Amérique. Donc, la situation actuelle est rentable pour les Américains. C'est un chaos ou des différences et un conflit qui perdure et qui enrichit les autres. La Grande-Bretagne qui arme, la France, surtout les Américains. Donc, personne ne veut sérieusement résoudre le problème entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, comme personne à l'extérieur, je parle des États occidentaux évidemment, veulent vraiment une solution finale et pacifique à la question libyenne, parce que si le chaos libyen qui persiste enrichit pas mal de compagnies. Rappelons-le, dans une journée, il y a eu une bataille à l'aéroport international de Tripoli entre Zintan et les forces de Fajr libyens. Le résultat, destruction de 20 appareils, de 20 avions, Boeing et Airbus. Donc, qui est le gagnant dans cette bataille? Ni Zintan, ni Fajr Libya. C'est le directeur, la compagnie Boeing et la compagnie Airbus qui sont les premiers gagnants dans un conflit arbitraire et qui n'a aucun sens. Alors, pour glisser doucement vers notre dernier sujet, docteur, avant cela, je révèle une petite information que nous rapportent nos confrères d'RTL, qui apparemment révèle une liste de pays dans lesquels Nicolas Sarkozy n'a plus le droit de se rendre. Il est interdit pour lui de s'y rendre. Également, il y a une liste de personnalités qu'il n'a pas le droit de rencontrer. C'est nos confrères d'RTL qui révèlent cette liste. Pour donc revenir à ce conflit, j'allais dire, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, est-ce que finalement, c'est pas cet axe-là, ces deux pays-là en particulier, qui sont les grands perdants de leur interventionnisme en Syrie? Oui, absolument. Parce qu'ils ont payé cher, on parle des dizaines de milliards de dollars, selon les déclarations de l'ex-ministre des Affaires étrangères qatari, Monsieur Hamad Ben Jabr Al Thani. Il a parlé que, sincèrement, à la BBC récemment, on a payé cher des dizaines de milliards de dollars, soit saoudiens, soit qatariens, afin d'aider cette révolution syrienne dont la majorité des combattants sont des Tchétchènes et des Maghrébins et des Gours chinois. Vous imaginez 5000 Gours chinois qui sont en Syrie. Tout le monde veut éliminer le régime laïque de Bachar al-Assad. Donc il y a eu ces révélations. Ces révélations sont officielles, donc sont les deux perdants. Pourquoi? Finalement, on pose la question, pourquoi ils sont perdants? Pourquoi leur stratégie, leur comportement même est irrationnel? L'explication est simple, parce qu'on est face à des dictatures absolues. Rares les politologues qui utilisent ce terme. Monarchie, obscurantiste, une dictature absolue, une dictature totale.
Et j'ai dit, moi, dans mes livres, dans mes interventions en télévision, surtout en Tunisie, les citoyens qatariens ou saoudiens ne voient les bulletins de vote qu'à la télévision. Ils n'ont jamais exercé. Même la fraude électorale, j'ai dit, même la fraude électorale, c'est un stade avancé par rapport à même la fraude électorale à la tunisienne, par exemple, Ben Ali, au moins il y a des élections, du multipartisme, un parlement, fantouche, mais même ça n'existe pas. Ça veut dire un pouvoir, une dictature totale et absolue. Le prince n'a aucun partage du pouvoir, il ne reconnaît aucune souveraineté que son propre pouvoir, et ils ont investi. Donc, parce qu'ils sont des dictatures, ne cherchent pas l'intérêt de leur population, l'intérêt de leur économie. Il suffit d'une phrase par ici, par là, il suffit d'un programme de télévision Al Jazeera ou Al Arabiya qui déclenche un conflit total entre les deux pays. Et là, ils cherchent surtout la protection à l'extérieur. Et à l'extérieur, aux États-Unis d'Amérique. Ouais. Ils vont souvent à Washington, moi je paye plus, moi aussi je paye, moi je signe, moi aussi je signe les contrats, afin de protéger leur pouvoir. Donc l'explication... Alors que cet argent, s'il était... C'est la dictature. Ouais. Alors si cet argent était investi dans l'économie dans les pays un pays arabe ou les Maghreb, ça aurait été vraiment, ça aurait changé beaucoup la donne. On voit ces milliards. Youssef Brakni pour maintenant notre dernière partie consacrée à la Syrie avec une question chacun. Youssef Brakni. Oui, alors la question, je pense que c'est la plus attendue, hein, c'est-à-dire que sur la Syrie, est-ce que là on n'est pas arrivé à la fin de cette guerre, en tout cas à l'aboutissement, enfin à la conclusion en tout cas du projet avorté de vouloir changer le régime en Syrie, parce que moi je considère que c'est carrément une tentative de régime change, comme on dit un peu dans le milieu de la géopolitique. Donc du coup, est-ce que c'est pas l'échec là et qu'on n'arrive pas au bout du bout là, qu'on voit pas le dénouement et que surtout maintenant, c'est clair aux yeux de tout le monde. Autant au départ c'était très difficile, moi je me souviens avec d'autres de tenir une position où on disait c'est une invasion extérieure, c'est une guerre mondiale en fait, c'est une guerre mondiale par procuration, comme il y en a eu déjà dans le temps auparavant, notamment c'est ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, ce qui s'est passé aussi en Afghanistan avec l'URSS. Donc voilà, je voyais pas qu'est-ce qu'il y avait c'était pas nouveau quoi. Et donc là on est est-ce qu'on n'arrive pas au bout et est-ce que finalement ce n'est pas du coup le camp iranien, Assad, Russie, Hezbollah évidemment qui a remporté cette difficile guerre. Rappelons 128 pays font partie de ceux qui ont envahi la Syrie. Hein. Un chiffre qui ont appelé au départ de Bachar al-Assad. Qui ont appelé au départ de Bachar al-Assad. Absolument, c'est une victoire écrasante depuis la bataille d'Alep et la défaite des terroristes à Alep. Et le régime ou l'État syrien gagne chaque jour des territoires. Et pourquoi ? Dès le départ, vous trouvez mes interventions dans les chaînes de télévision qui m'ont permis, surtout en arabe, j'ai dit le régime syrien ne tombe pas. Pourquoi j'ai dit le régime syrien ne tombe pas, sauf avec une intervention étrangère de l'OTAN comme le Libyen? Pour une simple raison, parce que j'ai utilisé un modèle théorique, scientifique, assez efficace. J'ai regardé s'il y a une opposition radicale de la majorité de la population syrienne contre les régimes. Je n'ai pas trouvé ça, parce que s'il y a vraiment la majorité des Syriens veulent que le régime tombe, le régime va tomber. La situation révolutionnaire est mûre, donc ça n'a pas eu lieu. Les défections ou les divisions au sein des élites au pouvoir sont restées très très limitées par rapport à la Libye, par exemple. Le représentant de la Syrie, soit à Genève, à l'ONU, soit à New York, il défend toujours farouchement les intérêts de son État, pas comme le cas libyen. Troisièmement, les interventions étrangères à la libyenne, ça veut dire l'OTAN entre et bombarde massivement Damas, ça c'était bloqué par la Russie. Donc l'intervention russe qui est légitime parce qu'il y a un État souverain, membre de l'ONU, qui a demandé l'aide militaire à ses alliés. Et ce qui fait que l'acte était légitime. Donc j'ai dit que le régime ne tombe pas. Il n'y a pas, et surtout la position de l'armée. C'est une armée nationale. Elle n'a pas trahi l'État syrien. Elle n'est pas neutre dans ce conflit un petit peu crise profonde. Donc ce qui s'est passé, au lieu de déclencher la guerre connue à la libyenne, qui entre et qui bombarde, etc. Et on a eu la guerre secrète. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre secrète? Ce sont les services secrets qui travaillent en Syrie, d'où la présence de toutes ces nationalités, de ces dizaines et dizaines de milliers de Tchétchènes, des Gours chinois, des Maghrébins, des Européens, tous ceux qui veulent faire le djihad contre le mécréant laïque Bachar al-Assad, qu'il soit la bienvenue. Donc, ce projet n'a pas fonctionné. Au plan international, au sein du Conseil de sécurité,
grâce à la position russe, la Russie a utilisé systématiquement le droit de veto afin de bloquer des résolutions qui peuvent exploiter le chapitre 7 de la Charte de l'ONU. Ça veut dire la légitimité d'entrer en guerre contre la Syrie, puisque le régime syrien pour eux menace la paix mondiale. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est la position chinoise. D'habitude, les Chinois n'interviennent pas, n'utilisent pas le droit de veto. Les Chinois ont utilisé systématiquement le droit de veto avec le Russe. Quand on a demandé aux Chinois, mais pourquoi un seul veto, ça suffit, on n'a pas besoin de deux veto. Parce qu'un seul veto d'un pays de grande puissance, membre du Conseil de sécurité, je parle de la France, la Grande-Bretagne, ou la Chine, ou la Russie, ou les États-Unis d'Amérique, bloque tout. Ils ont dit, game is over. Le jeu, c'est fini. On a compris ce qui s'est passé en Libye. On veut plus, et c'est ça la charte de l'ONU, on veut plus éliminer des régimes par la force et par l'extérieur. Sofiane. La charte de l'ONU, c'est clair. Oui, docteur Riyad, on a vu en Syrie, il y a eu plusieurs épisodes, il y a eu des guerres par procuration, mais maintenant on voit des armées, l'armée turque qui vient d'occuper Afrin, qui est une ville syrienne, qui est occupée par une majorité de Kurdes, et on voit que les Américains sont à l'est de l'Euphrate, et on voit des groupes qui sont subventionnés, armés et soignés même par Israël dans le sud. On voit vraiment une présence militaire de puissance étrangère. Est-ce que vous craignez pas une confrontation entre l'armée syrienne et l'armée turque, ou l'armée syrienne avec les soldats américains qui sont à l'est de l'Euphrate, qui peuvent enclencher vraiment une guerre mondiale? La confrontation a eu lieu. Rappelons-le, Israël a bombardé à plusieurs fois l'armée syrienne, une fois aussi l'armée américaine. Mais avec l'armée syrienne aussi, il y a toujours des experts militaires russes, ce qui complique la réalité. Mais aujourd'hui, quand on voit la carte de la Syrie, il y a eu un grand changement. Après Alab, ce n'est pas comme avant Alab, parce que la population syrienne, à 80%, c'est entre Damas et Alab. À Damas aussi, on parle souvent dans les médias occidentaux de Rif Dimeshq, ou la campagne de Damas, par exemple Al-Ghouta. Et là, ça sème la confusion. Comme si moi, je suis à Genève, je veux dire à Versoix ou à Jonto, loin 10 km de Genève. Il y a des problèmes. Canton de Genève, vous retenez Genève, vous oubliez le village local. Donc Damas est encerclé, Damas est sécurisé. Ce qui s'est passé après Alab, c'est une grande victoire. Et maintenant, Al-Ghouta aussi, c'est une grande victoire. Et les Russes sont là. Ça veut dire qu'ils veulent soutenir leurs alliés jusqu'au bout. Ce qui s'est passé avec les Turcs, et là c'est une grande contradiction, parce que les Kurdes ont été financés, aidés, soutenus par la CIA, l'armée libre soutenue par le Pentagone américain, qui est l'allié de l'armée turque. Est-ce que la CIA est en conflit avec le Pentagone, par exemple? C'est d'une absurdité totale, mais comme j'ai dit, l'État syrien est un État souverain. Les Turcs, eux aussi, ils ont dit on va pas rester, on va se retirer. Tout le monde, ou tous ses voisins, exploitent la faiblesse temporaire du régime syrien. Mais aujourd'hui, je pense, après, comme Poutine l'a dit, si l'année passée c'était la fin de Daesh, cette année c'est la fin de Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra, c'est Al-Qaïda, c'est la branche d'Al-Qaïda. Malheureusement, il y a un ministre des Affaires étrangères français, Roland Fabius, a dit Al-Nusra a fait un excellent travail. Je traduis, Al-Qaïda a fait un excellent travail en Syrie contre un régime laïque progressiste. Et c'est ce qui a choqué beaucoup d'intellectuels, français, européens, arabes, maghrébins, laïcs, etc. Français, je suis pas sûr que ça existe encore intellectuel en France. C'est avec des guillemets. Ça existe toujours, ça existe même des personnalités qui ont eu des postes de ministres, de gouvernement, de Philippins, ça existe toujours. Des gens courageux qui disent tout court la vérité, ne plus ne moins. Parce que la manipulation et l'intox, on a vu ça avec les médias, quand les États entrent dans une guerre, soit une guerre connue classique ou une guerre secrète, ça veut dire leur service secret entre dans cette guerre secrète totale, on voit bien que les médias ne sont plus neutres, mais sont en mobilisation. Par exemple, moi j'ai posé dans une conférence ici à Genève au Club Suisse de la Presse, j'ai mon ami qui m'a invité, je donne une conférence sur la Syrie. Connaissez-vous l'Observatoire des droits de l'homme syrien basé à Londres? D'où il vient? Mais c'est quoi ça? C'est une nouvelle Bible, un nouveau Coran. Dès que quelque chose se passe en Syrie,
on a un communiqué qui sort à Londres d'un monsieur inconnu. D'où viennent ces informations et pourquoi elle est la référence systématique de tous les États qui sont impliqués dans le conflit syrien? Ouais. Ça veut dire anti-régime, parce que ceux qui sont les alliés du régime n'utilisent pas ces informations. Ouais. Et Ouais. ça, parmi les contradictions et parmi la quantité d'intox qui circule face Mais à est-ce la crise syrienne, moi j'invite les journalistes d'aller directement en Syrie et regarder. Docteur ce qui se Sidaoui. passe. Dernière question. Ouais, juste, est-ce que vous craignez, par oui ou non, est-ce que vous craignez une confrontation entre l'armée syrienne et l'armée turque? Surtout quand on connaît le contexte historique, l'Iwa Iskandaroun qui a été donné aux Turcs, est-ce que la Syrie acceptera une présence permanente ou bien une expropriation des territoires syriens par l'armée turque? Non, la Syrie officiellement n'accepte pas. Il y a eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères syrien qui a bien expliqué. En même temps aussi, Erdogan et le gouvernement turc, ils ont dit c'est provisoire juste pour notre sécurité, on va se retirer parce qu'on ne veut pas une structure de pouvoir kurde à notre frontière. Et il y a un garant, enfin, entre les Turcs et les Syriens qui est la Russie. La Russie, Vladimir Poutine, c'est le garant entre Bachar al-Assad et Erdogan. N'oublions pas qu'Erdogan, au début, c'était l'ennemi, je dirais, de Poutine et de la Russie, après qu'ils ont battu le chasseur russe et la mobilisation médiatique contre la Russie. Après la tentative de coup d'État militaire contre Erdogan, d'un coup, il a dit, mon ami, mon cher ami Poutine, et il écoute les Russes. Donc, à mon avis, les Russes sont là comme des garants pour les deux camps. C'est-à-dire les Kurdes sont les perdants de cette histoire. Oui, encore une fois, parce qu'ils ont été instrumentalisés dans un conflit très 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 complexe, le conflit syrien. Mais aujourd'hui, parce que les Turcs, ils ont mis leurs alliés américains, la Turquie est un membre très actif au sein de l'OTAN, soit nous, soit une structure de pouvoir indépendante kurde, que ce soit en Irak, que ce soit surtout en Syrie. Et les Américains, ils ont choisi la raison d'État. Même, ils ont armé et aidé les forces démocrates kurdes. Aujourd'hui, ils les laissent tomber en faveur de leur allié historique et permanent qui est la Turquie. Merci beaucoup, docteur, pour nous avoir éclairé. Du printemps arabe à Daesh. C'est le livre, évidemment, important. À lire, bien sûr. Disponible en français, d'ailleurs, ce livre, hein, docteur? Oui, on le trouve à la librairie L'Orient et la librairie L'Harmattan. Il y a une librairie L'Harmattan à Paris spécialisée du monde arabe du Maghreb. Et puis à la librairie L'Orient en face de l'Institut de monde arabe. Très bien. Merci beaucoup, docteur Riyad Sidaoui, depuis Genève, de nous avoir éclairé. À très bientôt sur France Maghreb 2. Merci beaucoup. Dans un instant, messieurs, Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 et bienvenue à vous et bon courage pour rentrer à la maison ce soir parce que paraît-il que sur la route c'est très compliqué, y compris dans les transports. En tout cas, il va falloir s'y habituer puisque apparemment ça va être un petit peu le cas régulièrement durant le mois d'avril prochain. La CGT annonce 400 000 personnes dans les rues en France, 40 000 à Paris. C'est un chiffre qui te paraît convenable, Youssef, toi qui es largement. Ouais, 40 000. Franchement normal. Bon, et voilà. Donc c'est parti pour Libertad. C'était une grosse émission aujourd'hui. Vraiment, docteur Riyad Sidaoui nous a bien éclairé pour le coup. Il nous a apporté ses lumières au travers de ses travaux. Et comme il le dit d'ailleurs, il ne révèle aucune fausse information. Il vérifie toujours par rapport à des phrases qui ont été prononcées. Et donc il entreprend ses travaux dans ce sens. Soyez les bienvenus. C'est parti pour Libertad. 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. Vous allez pouvoir évidemment réagir à ce que vous avez peut-être écouté dans l'émission ou pas d'ailleurs. C'est la liberté totale qui s'opère, la liberté qui a des limites, je la rappelle quand même. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom et ville d'appel s'il vous plaît? En direct? Pardon? En direct? Oui, en direct monsieur, dans Libertad, votre prénom? Ouais, bonsoir, c'est ça, c'est Samir sur Pigny. Moi je suis un peu révolté. Oui Samir, vous êtes bien révolté en ce moment, qu'est-ce qui se passe Samir? Je suis révolté, vous savez pourquoi? Parce que Sarkozy il aurait dû manger comme nous la cellule qui est sale, quand nous on va en garde à vue, on est dans une cellule toute pourrie, dégueulasse, avec une couette sale. Il aurait dû passer par là comme nous il est passé. C'est pour ça que je suis en colère. Et moi je vais attaquer encore ces gens de l'État qui arrêtent pas de faire des trucs du mal sur nous. Et quand c'est quelqu'un d'important,
il a le droit au luxe. C'est pas normal qu'il a pas fait sa nuit en prison. Voilà. Comme nous, Merci Samir. Bah, on partage assez l'avis de, moi, j'ai été en prison ton indignation. parce que j'ai conduit sans permis, moi, à cause d'un truc de merde. Voilà. Même l'avocat Dupond-Moretti, il a dit que ça s'est jamais vu. Hein. Voilà. Ce qui s'est- Bizarre, hein. Ouais. Moi, j'étais en prison pour conduire sans permis, moi, monsieur Christophe, moi. Ouais. J'ai pris un enferme. Alors, ouais. lui, il a rien. C'est pas normal, c'est pour ça que je suis révolté. Moi, Merci, on m'a mis en Samir. prison parce que je conduisais sans permis, c'est Oui. grave, ça. Ouais. Voilà. Merci Samir en tout Voilà cas. ce que Et j'avais à dire. Bonne soirée. à bientôt. Bonne soirée, Merci, bon bonne courage. soirée. 01 40 33 9000 France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Il y a quelqu'un par ici? Non? Ok. Hop. Allez, on enchaîne avec un autre appel par ici. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Ok, c'était le chat. Hop, il a pas c'est pu le le chat faire. aujourd'hui. Ouais, voilà. Non, j'essaye de le contrer, hein, ça y est. 01 40 33 9000. Vous êtes de partout en France. Vous souhaitez intervenir dans Libertad. France Maghreb 2, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Votre prénom? Bonsoir Christophe. Allô. Oui, bonsoir. Votre prénom? C'est Mouloud à la part. Oui, Mouloud. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je voulais dire, c'est un seul mot. Merci pour l'émission. Ben merci Mouloud pour votre C'est écoute. extraordinaire et on n'entend pas ça ailleurs. Ah, ça c'est et clair. c'est dommage que bon, si on avait ce genre de débat sur les télés. Merci à Monsieur Sofiane et à Merci Mouloud. merci à comment Youssef. il s'appelle l'autre chroniqueur. Youssef Brakni. C'est moi. Et Merci. c'est une émission de haute volée, vraiment, c'est extraordinaire. Moi, j'ai Merci. appris beaucoup de choses et des débats comme ça, il en faudrait souvent. C'est vrai, merci. vous avez raison. Merci Voilà, beaucoup. Je vous remercie encore pour l'émission et continue comme ça, Christophe, et continue à être chroniqueur, c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup Mouloud, merci beaucoup. C'est vrai que c'est quand même monté d'un sacré niveau quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. LGF, le grand forum, c'est l'authenticité ici, hein. Méfiez-vous des imitations. Et quand on parle d'imitation, c'est souvent déjà très mal imité en plus. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, bienvenue à vous. Christophe parle encore. Oui, on vous écoute. Baissez la radio d'abord. Baissez la radio. Voilà. Et Oui, alors. baissez la radio s'il vous plaît, sinon on va pas Éteindre, pouvoir faut s'entendre. éteindre la radio. Éteindre la radio carrément. Et on- C'est Habib d'Aubervilliers. Bonsoir Habib, bienvenue à vous, on vous écoute. Bonsoir. Ça va? Ça va, Alhamdoulilah. Christophe, t'es Oui. ta famille. Ouais. Christophe, Oui, pour Sarkozy, là. oui. Au moment qu'ils ont tué Kadhafi, j'étais en vacances en Tunisie. Tout est vrai. Et il a envoyé les drones, ils l'ont tué. Il a pris l'argent, en vrai. Tu comprends? Saif el-Islam, il veut témoigner. Il a sœur à Saif el-Islam. Elle a les preuves que Sarkozy, il a pris l'argent. Il nie toujours les faits. Merci Habib. Faisons confiance à la justice Oui, française. absolument. Merci beaucoup Habib. À bientôt. Bonne soirée et bon courage à Merci. toute l'équipe. Merci Habib. À bientôt. Ah, ben je l'ai coupé avant qu'il termine sa phrase. Pardon. 01 40 33 9000, c'est Libertad. Ils sont là. Sofiane Lakhdari, Youssef Brakni. Et pour entendre vos avis, bien entendu, vous exprimer en toute liberté. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom? C'est Linda de Marseille. Linda de Marseille. Qu'est-ce qui se passe, ma chère Linda? On vous écoute. Ben écoutez, moi j'ai écouté votre émission là, cet après-midi. Oui. J'ai écouté le monsieur, il s'appelle Sofiane, je ne me rappelle plus son nom. Oui, bonsoir. Il me semble que vous avez dit que les auditeurs ils pourraient poser des questions, mais dommage qu'il n'y a pas eu de questions, que personne n'a posé, que les auditeurs ils n'ont pas pu prendre la parole pour lui poser des questions, voilà. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est vrai, on avait tellement de questions, je suppose quand même qu'on a pu répondre à Vous auriez quelques-unes voulu d'entre- poser quel genre de questions? Pas moi personnellement, je voulais écouter un peu les auditeurs. Voilà, Ah, c'est d'accord. Ah, d'accord. tout. En tous les cas, je vous remercie. Bah, je vous en prie, ma chère Linda. Bonne journée, bonne À soirée, bientôt. au revoir. Au revoir du côté de Marseille. Allez, une petite dernière ou un dernier pour la route avant qu'on essaye de rentrer chez nous. 01 40 33 9000. Je parle surtout pour moi d'ailleurs. Bah oui. Hein, parce que vous êtes à côté, Nous, on vous, est hein. bien. Vous êtes des bourgeois parisiens, vous. Hein? Oui, banlieusard. Ouais, banlieusards, ouais. Du On est côté au de port. là-bas, là. France Maghreb 2, bonsoir. Oh, il t'a eu. Il Ah, t'a eu, bah, Christophe. 01 40 33 9000. Non, mais je sais pas C'était quel un pied il défi, prend. mais il a perdu. Je ne sais pas quel est. Enfin, il faudrait étudier la psychologie. Faut mettre un standard. Ouais, non, c'est Libertad. Je peux pas mettre de standard, tu vois. C'est Ouais. hop, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir Christophe, c'est Mohamed. Bonsoir Mohamed de Mohamed. Mohamed de Lyon, on t'écoute. T'es le dernier. Tu fermes la boutique, on t'écoute. Vas-y, c'est parti. Bah, bravo pour l'émission. Je voulais juste dire pardon. Youssef et Sofiane, franchement, je vous kiffe parce que là, c'est de l'information à l'état pur. Merci. Moi qui est passionné par les politiques de manière générale, bravo. Et Sofiane, Oui. franchement,
Depuis que Christophe, d'ailleurs, t'as ouvert, tu proposes des chroniqueurs de la société civile, franchement, c'est le top. Merci. On se régale. Moi, perso, je me régale, franchement. Et bravo. C'est gentil, merci. Merci Mohamed, merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. J'ai trouvé les meilleurs, hein, vous avez vu. Merci Mohamed. Salut, ciao. Bon, eh bien c'est terminé. Bon, finalement ça s'est bien passé. Ce Libertad, il a été plutôt sympathique aujourd'hui. Oui. Hein, on a joué le journaliste aujourd'hui. On a connu pire, on va dire. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous deux, bien sûr. Et encore une fois, voilà, s'il fallait renouveler ma fierté envers cette équipe vraiment extrêmement diversifiée de par leurs apports et leurs connaissances qu'ils nous donnent chaque fois dans cette émission. Bah écoutez, voilà, un gros merci collectif à toute l'équipe. Bien entendu, sans oublier personne. Donc c'est pour ça que en ne voulant pas oublier quelqu'un, je ne cite personne. Merci en tout cas à ceux qui sont présents aujourd'hui, Sofiane Nagdari et Youssef Brakni. Merci Christophe de nous donner ça. À très bientôt. Demain, tiens, un plateau aussi pas mal. Hein. Damien Charles, il y aura aussi Enver de Santos et Tarek Mami. Oula, ça va être chaud. Damien et Tarek Mami, ça va être chaud. Ah oui. Ah non, ça s'est bien passé vendredi dernier. Ouais, c'était sympa. On va parler de la série, quoi. Ouais. Ah tiens, tu me tends la perche. On va créer le débat demain. Tiens, dans un instant, l'excellent Medjahed. Bonne soirée à tous. Restez bien. Sans France Maghreb 2, le rappel de l'actualité à 18h01. Pardon pour le retard. Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. Le président de la République, Emmanuel Macron, fait face à la contestation des fonctionnaires et des cheminots. Première grande épreuve sociale pour Emmanuel Macron aujourd'hui et au moins 85 000 personnes défilent dans les rues du pays selon un dernier comptage. Des manifestations qui ont parfois dégénéré. À Nantes, par exemple, 8 personnes ont été interpellées après des violences avec la police. À Paris, 2 défilés se sont retrouvés sur la place de la Bastille. Celui des cheminots partis de la gare de l'Est et celui des fonctionnaires au départ de Bercy. Certains manifestants ont affronté des forces de l'ordre à Paris, à hauteur du boulevard Beaumarchais près de la place de la Bastille. Les forces de l'ordre ont reçu des projectiles. Elles ont riposté avec des grenades lacrymogènes et un canon à eau. Elle a affirmé être l'une des victimes de l'attentat du Bataclan, mais tout était faux. Une femme de 49 ans est jugée aujourd'hui à Créteil. En plus d'avoir reçu 25 000 € du fonds de garantie, elle a réussi à se faire embaucher dans une association de défense des victimes. Dans quelques heures, Nicolas Sarkozy sera sur le plateau du 20h de TF1 pour sans doute une nouvelle fois se défendre. L'ancien président de la République est mis en examen dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Je vis l'enfer de cette calomnie, c'est ce qu'il aurait déclaré hier devant les juges d'instruction qui l'ont mis en examen. Les réquisitions dans le procès de Jacques Rançon, surnommé le tueur de la gare de Perpignan. C'est la peine maximale qui a été requise aujourd'hui. La perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. La crise diplomatique entre Londres et Moscou, à quelques mois seulement du mondial de football en Russie. Les supporters britanniques ne doivent pas être inquiets, ils seront en sécurité en Russie. C'est ce qu'assure aujourd'hui l'ambassadeur russe au Royaume-Uni. Tous les fans seront en sécurité et toutes les mesures nécessaires seront prises. Martin Fourcade vient de remporter son 7e globe de cristal consécutif de Coupe du Monde après sa victoire dans le sprint en Sibérie. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.